D'abord, il y en a très peu. Dans Noailles, on s'est aperçu avant et après les informements qu'il y avait 4% de logements sociaux. Et ensuite, il y a une population très pauvre qui en a besoin et qui ne peut pas se payer, vu les prix du foncier et les prix du marché libre, qui ne peut pas se payer du logement décent. C'est pour ça que la puissance publique, nous demandons toujours à la puissance publique, développer, pour permettre la mixité sociale et que les gens vivent ensemble dans la même ville, développer à la fois des aides à la réhabilitation au logement privé et du logement très social, puisque 3/4 de la population des centres-villes est éligible au logement très social. Quand on dit très social, c'est des loyers de l'ordre de 4 ou 5 euros le mètre carré, c'est-à-dire qu'ils sont abordables, y compris pour des gens de couche moyenne ou très pauvres. Donc cette question de la mixité et de garder le vivre ensemble dans une ville où on veut arrêter cette séparation entre des quartiers ultra pauvres et des quartiers riches, elle se résout par la puissance publique qui investit, et donc aujourd'hui il semble qu'il y ait un changement fort pour aller vers le rachat d'immeubles par la puissance publique et permettre aux gens de se loger dans des conditions décentes. Si on ne le fait pas, il se passe ce qui s'est passé à Noailles. C'est-à-dire qu'il naît de la spéculation immobilière, de la spéculation foncière, un sous-marché de marchands de sommeil dont les gens sont captifs parce qu'ils ne peuvent pas avoir le logement bon marché, ils ne peuvent pas avoir le logement libre qui va sortir à 4 ou 5 000 euros le mètre carré. Et donc ils sont prisonniers de ces marchands de sommeil. C'est une question de fond. Et c'est ça qui justifie le fait que les pouvoirs publics lancent ce qu'on appelle des opérations d'aménagement. Opération parce que c'est un ensemble d'actions coordonnées pour aboutir à la possibilité de maîtriser certains immeubles privés, certains immeubles pour faire soi-même en fait la réhabilitation de ces immeubles et les repeupler par une population qu'ils auront choisie. Alors, évidemment, on peut avoir plusieurs approches de ce type d'opération. La municipalité Vigourou, avant 90, avait lancé ce qu'on appelait un périmètre de restauration immobilière expérimentale. Schématiquement, l'acquisition des immeubles est déclarée d'utilité publique par le préfet sur la base d'un projet et la ville tente d'acquérir à l'amiable. Et si les négociations n'aboutissent pas du tout, on finit par exproprier. Ça, c'est le volet, je dirais, régalien. Auparavant, et en préparation à ça, la ville tente d'acheter des terrains, des immeubles, par voie de préemption. Ça veut dire que chaque fois qu'une vente se présente, la ville arrive et dit « hop, je prends » à un prix qui est celui des domaines. Ce qui ne plaît pas à tout le monde, évidemment. La ville avait acquis environ 800 logements privés, ex-privés, dans le but de s'en servir comme base pour une restauration immobilière future. Le mécanisme, c'est quoi? On propose à des propriétaires de faire eux-mêmes des travaux de remise en état complet des immeubles en échange d'une défiscalisation complète du montant de ces travaux sur leurs revenus. Et cette défiscalisation peut être amortie sur plusieurs années. Alors évidemment, les pauvres petits propriétaires ne peuvent pas faire ça. Les plus riches, qui existent aussi, ça les intéresse. Ce qui fait que quand il y a des petits propriétaires sans beaucoup d'argent, très vite, ils vendent. Et ils vendent à des opérateurs privés, qui sont des sociétés civiles en général, qui eux arrivent à compléter par acquisition un immeuble entier, et ensuite c'est eux qui profitent des défiscalisations. Pour arriver à faire ça, il faut expulser les gens. Parce que les gens qui sont dedans, ils veulent pas, ils n'ont pas de solution. Et donc, Centre-Ville pour tous, finalement,
a trouvé son champ d'action là, au début. C'est qu'on entendait parler, on entendait dire, on voyait des expulsions sauvages. Gens qui débarquent à 6 h du matin, qui jettent les matelas par les fenêtres, des choses comme ça. Donc, on s'est dit, là, il y a un problème, il faut réguler ça. Et donc, on a commencé à se remuer, à aider les gens, à faire valoir leurs droits. Parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais évidemment, ces gens étaient sans bail, et donc les propriétaires ne se sentaient pas liés par les articles du Code de la construction. On s'est aperçu qu'il y avait plein de failles dans le dispositif réglementaire. Donc nous avons eu une part importante de notre activité qui était de soutien aux habitants, qui se faisaient, qui avaient des pressions très fortes pour partir, et qui n'arrivaient pas soit à ce qu'on les reloge, ce qu'ils demandaient, soit au moins qu'on leur donne une forte indemnisation, qu'on respecte leurs droits. Parallèlement, d'ailleurs, on a eu une action importante avec la direction de la construction du ministère de l'Équipement de l'époque pour ficeler mieux les différentes failles juridiques du Code de la construction. Ça, c'était un peu notre métier. On a obtenu pas mal de choses. Avec les pouvoirs publics, les relations, elles étaient conflictuelles. Parce qu'on était les empêcheurs de tourner en rond. On dérangeait. Notre stratégie a été de mettre en lumière ça, de mettre en lumière les conséquences de cette politique. Parce que, vous comprenez bien que mettre en œuvre le volet financier seulement, sans mettre en œuvre en même temps une stratégie de production de logements sociaux ou de logements à prix contrôlé pour reloger les gens, eh bien, évidemment, c'est complètement déséquilibré. Or, c'est ce qui avait été fait. On mettait en œuvre un mécanisme financier très intéressant pour ceux qui pouvaient, sans se soucier en fait de ce que deviendraient les anciens occupants. Et ça a été l'action principale de Centre-Ville pour tous à ses débuts. Ça a continué d'ailleurs. Il y a une chose que je veux absolument dire, ouais. C'est que les restaurations ont été faites sans cahier des charges techniques. Donc, quelle restauration? Où? Celle du PRI. Les restaurations immobilières dans le cadre du PRI ont été faites sans cahier des charges et sans contrôle de la qualité des travaux. D'accord. Immeubles qu'on réhabite en façade sans faire les toits, etc. D'accord. Et c'est l'origine des problèmes. Ah, mais c'est bien sûr, il faut. Donc ça, je veux le dire. Bien sûr. C'est une des origines. Il faut qu'ils finissent là-dessus. Donc, le périmètre de restauration immobilière comporte un volet financier d'une part, mais comme ça implique nécessairement un déplacement de population, des gens qui partent, il faut les mettre quelque part. Et ça suppose donc qu'on construise des logements sociaux en parallèle à côté. Je crois que je l'ai déjà dit. Par contre, la restauration elle-même, elle a été mal faite. Les travaux faits par les propriétaires privés n'ont pas été contrôlés par la ville. Ça veut dire que des propriétaires qui cherchant uniquement le rendement financier faisaient des travaux à la va-vite, souvent facturés le plus cher possible d'ailleurs. Il y a là un champ à creuser pour obtenir la défiscalisation maximum, mais en même temps, sans que ces travaux soient faits sérieusement. Je prends un exemple, on a vu des immeubles dont on faisait bien la façade et on ne faisait pas le toit. Ce qui, évidemment, au bout de quelques temps, le toit fuit et l'immeuble s'effondre. Et c'est une des... Bon, je ne dis pas que c'est la seule raison, mais c'est une des raisons des problèmes actuels. Alors avec les périmètres de restauration immobilière, Marseille Aménagement pouvait faire du très mauvais travail, comme on le voit derrière moi, dans cet immeuble réhabilité par un propriétaire privé. Cet immeuble, il craque de partout, et il va falloir tout refaire bientôt. Et on peut faire également d'excellentes choses, comme cet immeuble ici, réhabilité par la ville, par le biais d'un bailleur social Sojima, qui, 20 ans après, est en bon état et impeccable, et du logement social pour des familles du centre-ville.